connaître les coraux. Et puis la théier. Comme à l'accoutumée. Nanat wa yao. Sommes de nouveau de sortir. Taratu arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission qui ouvre la voie et vos oreilles à toutes les cultures des Outre-mer. Il est des sujets sensibles, douloureux, cruciaux, qui supportent mal le silence, malgré ce que certains préféreraient pour ne pas regarder le mal et la vérité en face. Heureusement, pour verbaliser, dire, exprimer ces réalités, comme les agressions, les violences à caractère sexuel, viol ou inceste, il y a le courage de celles qui prennent la parole, qui témoignent. Je dis celles parce qu'il faut cesser de se voiler la face. Le plus grand nombre de victimes de ces violences restent les femmes, violences perpétrées par des hommes, et il me semble de bon ton que la majorité l'emporte dans cette grammaire-là. Ces agressions ne sont pas l'apanage des Outre-mer, mais le silence sur nos terres déjà chargées de violences historiques est malheureusement encore trop souvent de mise, et il est bon qu'il soit levé. Et notre invité du jour, comme d'autres artistes dont c'est le rôle, lève le silence et le rideau sur ces incestes et ou ces viols subis par enfants, jeunes filles ou femmes qui trop souvent connaissent leur agresseur. Enfant de la Martinique, elle a elle-même connu ces affres et a rompu le silence en parlant, en écrivant et maintenant en mettant en scène, bruyamment, puissamment, vaillamment, afin que tous entendent. Elle nous parlera de sa pièce de théâtre, de la façon dont on représente cet objet-là pour qu'il devienne ce qu'il doit être encore davantage dans nos sociétés, un sujet. Au creux de notre oreille cette semaine, Daniélie Francisque. Daniélie Francisque, bonjour. Bonjour. Votre texte enfin mis en scène, Matrice, texte pour lequel je vous avais rencontré pour la première fois ici même à Limoges, aux Zébrures d'automne. C'est ici aussi que vous délivrez la mise en scène, ce spectacle, cette pièce de théâtre sur votre texte. Est-ce que ça a été 2 bons jours ici à la rencontre pour la première fois du public ? C'était 2 merveilleux jours avec 2 salles pleines et un public extrêmement à l'écoute et réactif. Enfin, c'était une écoute active puisque j'étais assise parmi eux et j'ai senti une écoute très très active et surtout cette merveilleuse récompense que de ces beaux applaudissements à la fin et de multiples témoignages de félicitations du public vraiment. Alors le public qui écoute ce podcast pourra se reporter à un numéro réalisé il y a 3 ans où je vous avais rencontré, vous étiez en pleine écriture de ce texte. Il y avait encore probablement des changements qui allaient intervenir par la suite. Donc ça fait à peu près 3 ans. Exactement. 3 ans qu'on s'était rencontrés et au bout de cela donc il y a ce spectacle. D'habitude on fait un autoportrait de l'invité. Je demande à l'invité de dire en quelques mots qui il ou elle est. Là, on va changer un peu la forme. Faites-moi un autoportrait de cette pièce maintenant, on peut l'appeler comme ça, Matrice. Matrice est une pièce intime, sensible, qui va à la rencontre de mes monstres intérieurs et nos monstres collectifs pour mieux se soigner et les dépasser. C'est à la fois une très jolie définition et à la fois terrible. Vos monstres intérieurs, on en avait parlé, donc tout tourne autour de ces agressions sexuelles que beaucoup de femmes subissent et que vous avez subies. C'est encore une autre phase que celle de la représentation théâtrale. Est-ce qu'il y a 3 ans, quand je vous avais interrogé, vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez voir sur scène, de ce que vous vouliez montrer au public ? Est-ce que ça a beaucoup bougé entre ce texte qui est fort, qui est dur, nécessaire, et puis la représentation d'une pièce qui l'est tout autant, forte, dure et nécessaire. Oui, le texte a maturé, et particulièrement lorsque j'ai rencontré les comédiens. C'était fin 2023, début 2024. On a commencé le travail notre première résidence en mai 2024. Et là, je commençais à faire
déjà entendre le texte à travers leur voix et ils me parlaient différemment et il m'est arrivé de le retailler, de le resculpter pour encore mieux leur en faire une nouvelle peau pour leur futur personnage. Et au fil du temps aussi, lorsqu'on a mis le corps debout dans l'espace, je me suis rendu compte que le texte tel que je l'avais imaginé quand j'étais assise à l'écrire sous forme de fragments, donc très très fragmentaires, des fragments qui se succédaient, je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était pas ça, c'était quelque chose de circulaire, quelque chose qui créait en fait une danse entre ces personnages qui apparaissaient, disparaissaient et traversaient le temps, traversaient aussi des dimensions différentes, à la fois les dimensions du quotidien, mais aussi les dimensions plus oniriques, la dimension de nos cauchemars, plutôt cauchemardesques, la dimension de la nuit. Ce qui nous est venu beaucoup, c'est vraiment ce rapport à la nuit, le crépuscule, et puis plonger dans la nuit, et puis vraiment plonger dans la nuit noire, et parfois on y rencontre des monstres, des créatures, que originellement j'aurais eu tendance à vouloir chasser ou tuer, et là je me suis dit non, peut-être qu'il faut simplement les rencontrer, ces monstres, et les écouter, parce que s'ils hurlent tant en dedans de nous, et nous hantent tant, c'est peut-être parce qu'ils ont besoin d'être entendus, c'est un peu la blesse, quoi, la blessure de l'histoire, les traces que l'histoire coloniale et esclavagiste a laissées aussi dans les corps et dans les matrices des femmes, et c'était important pour moi de faire résonner justement la matrice étant comme une grotte totalement mystérieuse. L'idée c'était de plonger en fait dans ce texte mais vraiment il y a toute autre chose qui est apparue au moment où les acteurs ont incarné ces personnages, et puis des rythmes aussi qui m'ont conduite à réduire ou supprimer certaines parties du texte ou en faire éclore d'autres pour encore mieux entendre battre leur corps et leur voix à l'intérieur de ces histoires. Sur scène, 3 femmes, un homme. On a une femme plus âgée. On va dire, et vous allez dire si je me trompe, hein, c'est toujours l'interprétation que j'en ai, même encore 3 ans après, cette fois-ci en voyant les choses sur scène. Mais c'est un peu la femme, j'allais dire la femme un peu éternelle. Alors la femme, en l'occurrence antillaise, martiniquaise, parce que vous avez quand même situé et bien ancré votre propos dans ce lieu-là, avec donc ces histoires, vous l'avez rappelé, colonial, esclavage, etc. Donc cette femme éternelle qui est d'un âge mûr, qui, alors voilà, me semble-t-il, représente un peu toutes les femmes qui sont passées avant et qui ont elles aussi subi des violences et ont vu leur matrice attaquée, abîmée. Et puis il y a 2 autres femmes qui sont, alors je vais le dire comme ça directement, qui sont 2 facettes de vous, 2 moments de votre vie particulièrement durs, l'une enfant, adolescente, et puis l'autre plus âgée. Donc on a la rencontre de ces 3 femmes-là, et puis un homme qui lui représente, j'allais presque dire l'archétype de certains hommes et de certains hommes entiers. Encore une fois, je dis ça parce que tout a été ancré là. Comment vous avez pensé la translation du texte à cette vérité qu'on voit sur le plateau, même si il y a une forme de poésie aussi dans ce que vous avez voulu faire. Tous ces paradoxes-là, vous les avez traités comment ? Avec beaucoup de réflexion, de doutes et de questionnements, parce qu'il s'agissait pour moi, alors à mes yeux, et je laisse ouvert, et j'aime beaucoup cette interprétation, à mes yeux c'est une femme démultipliée en 3. C'est une femme enfant qu'on retrouve adulte, en âge de procréer, et cette grande dame qui finalement regarde ses vies antérieures défiler sous ses yeux pour retraverser ses souvenirs et guérir justement sa matrice qui a été attaquée enfant, effectivement, par des faits d'inceste, et attaquée de nouveau dans sa vie de couple. La question du viol conjugal apparaît effectivement, peut-être une enfant qui a vécu des violences sexuelles, peut-être que dans un couple elle a du mal à se positionner et se défendre. Enfin, ça crée aussi des conséquences, et l'idée c'est de retraverser ces blessures anciennes pour pouvoir poser des mots dessus. Justement, il y a de la poésie, et je crois à la force de la langue, un peu comme ce que Aimé Césaire disait, la poésie comme une arme miraculeuse. Cette parole, elle est incantatoire, la parole que porte cette dame est plutôt incantatoire, et c'est une parole de soin, en fait, qui va effectivement, après avoir revisité ses souvenirs douloureux, poser un baume avec des mots, avec un chant, avec un lyrisme, quelque chose comme ça qui vient couvrir le tout, parce que la question c'est de me dire comment transcender la blessure, et même qui fait écho d'ailleurs justement au-delà des blessures contemporaines de nos parcours de vie, mais à la blessure ancestrale du ventre des femmes,
qui étaient violentées dans les plantations depuis la cale du bateau et qui ont dû parfois, comme il y a des fruits aussi qui naissaient de ces viols par les maîtres ou les géreurs, qui se retrouvaient enceintes et qui se retrouvaient parfois à pratiquer des avortements et des infanticides, parfois même comme acte de résistance et de rébellion, en fait, pour éviter que le fruit de leur ventre soit livré au grand système, grande mâchoire esclavagiste. Et comment toutes ces mémoires-là se déposent en fait dans les ventres et c'est toute la complexité de la mise en scène, c'est-à-dire comment faire ressortir, non seulement faire entendre ces histoires, faire exister les liens qu'il y a, les résonances qu'il y a entre les histoires racontées, les récits de ces trois femmes-là. Et puis effectivement l'homme également qui apparaît et c'est pas un personnage que j'ai beaucoup développé, mais comment trouver son lien lui avec la matrice. Lui par exemple, il attend un enfant de sa femme, quoi. C'est pas elle qui attend un enfant, c'est lui. Et il a une sorte d'obsession et ce n'est pas forcément expliqué dans la pièce, je laisse le spectateur se livrer à son imaginaire, mais ça m'a même donné envie d'écrire, d'ailleurs c'est sans doute mon prochain projet, écrire une pièce jumelle qui traiterait plus de la masculinité et justement des blessures, de la blesse masculine singulière dans les Antilles. En tout cas, vous n'avez pas rendu ce personnage-là entièrement sombre. Non. On ne peut pas avoir de sympathie pour lui, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une humanité quand même que vous avez voulu rendre au personnage de l'homme qui devient agresseur. Mais vous avez voulu lui donner ou lui rendre, je ne sais pas quoi dire, son humanité. Oui, tout à fait. C'est vrai que souvent quand je traite des figures masculines dans mes pièces, c'est vrai que ce sont un peu ça fait partie de mes monstres que je combats, mais c'est très important pour moi, en tout cas dans cette pièce, de le livrer avec sa fragilité, son humanité, sa complexité en fait, et de ne pas simplement en faire un épouvantail que moi Danieli sur lequel je frappe. Non, au contraire, cette fois, ça m'intéressait beaucoup de creuser, en tout cas de laisser émerger sa sensibilité, sa vulnérabilité, pour que le public aussi s'en rapproche et se questionne peut-être sur lui plutôt qu'il se braque contre lui, pour lui laisser une place en fait dans cette histoire, parce que nous avons des choses à régler, à faire ensemble. Mais je peux pas m'empêcher de remarquer que Nelson Raphaël Madel, qui joue donc le rôle de cet homme, joue le rôle face à Karine Pédurand, joue le rôle de cet homme qui attend un enfant et qui, par désespoir, et ensuite, ça se transforme en haine et vient l'agression. Il joue ce personnage-là, mais vous n'avez pas représenté l'autre homme, celui qui joue le rôle de votre du père. Ce rôle-là, il est pas incarné. Non, ce rôle-là, le père est comme un spectre en fait, qui a hanté, qui hante la scène, qui hante la vie de la fille en fait, et des témoignages qu'elle porte sur sa vie familiale. La fille porte un récit intrafamilial. Elle est là, témoin de cette famille qui se constitue à l'envers. Elle commence par naître d'une mère qui ne la désirait pas, qui est donc venue d'une grossesse non désirée aussi, qui est née d'un viol également, donc un enfant non désiré, un enfant jeté à sa naissance et finalement élevée par sa grand-mère qui va la ramener à sa mère en France, et puis finalement un jour il y a un père qui arrive qui n'est pas tout à fait le sien, mais on ne lui dira jamais la vérité, et en fait c'est une famille, elle grandit dans une famille dysfonctionnelle à l'envers et elle est le témoin innocent de cette histoire, et le père est une sorte d'apparition et de spectre dans sa vie. Alors que la mère, là, vous en parlez, oui, il y a beaucoup de choses à dire sur la mère, mais elle non plus, vous l'avez pas incarnée, donc en fait vous avez gardé la voix de l'enfant, qui devient ensuite adolescente, à travers le personnage que joue Cindy Vincent. Les deux ne sont pas incarnés, mais extrêmement présents dans son récit. C'est aussi pour restituer la parole à cet enfant et cette adolescente. Oui, et puis c'est de faire exister les parents à travers ses yeux. En fait, c'est elle qui témoigne de ses parents et c'est elle qui les fait parler. Et finalement, ça nous donne sa vision en fait des parents qu'elle regarde en face d'elle. Et comme elle le dit vers la fin du spectacle, elle dit je regarde les pauvres parents que j'ai. Je les regarde et c'est des parents dont elle n'est pas fière. Elle ne se sent peut-être pas, elle se sent pas aimée en vérité par ses parents, et elle sera amenée à fuir du foyer, un peu comme ses ancêtres marronnaient et quittaient les lieux d'oppression. On a parlé de tout le sens, de tout le message, de toute la force du message que vous voulez faire passer avec ces questions-là qui vous touchent de près et qui touchent de nombreuses femmes. Mettre des mots sur ces mots-là, M-A-U-X, et puis également toute la résilience que l'on voit maintenant sur la scène, ça c'est très important.
À côté de ça, vous me dites si je vais trop loin, mais c'est une lettre d'amour à votre mère. Il y a un moment, un passage particulier, mais très tôt, vers le début. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. C'est la poésie de l'instant, en fait, qui le crée. C'est un hommage à nos mères, à mes mères, en fait, toutes les femmes qui m'ont éduquée, et puis effectivement toutes les mères qui nous ont précédées, en fait, et pour lesquelles la maternité a été un parcours accidenté. Et peut-être même dangereux, puisque parfois les enfants n'étaient pas forcément désirés, elles subissaient leur corps de femme avant qu'elles puissent gérer leur contraception, choisir, en fait, comme moi, je suis avec ma mère, peut-être les premières générations où on choisit nos grossesses, nos moments de grossesse. Alors je ne l'ai pas pensé comme ça, comme un hommage à ma mère, mais je suis très contente que ça soit entendu. En fait. Je pensais à une lettre plutôt comme une espèce d'adresse, une espèce d'écriture avec la mère universelle, la mère antillaise, peut-être votre propre mère avec tous les manquements, avec toutes les douleurs aussi subies avant vous. Oui, tout à fait. Et je considère vraiment ce texte comme si c'était une synthèse non seulement de mon parcours précédent, de mes écritures précédentes, c'est-à-dire je voulais mettre en résonance les violences sexuelles intrafamiliales, l'espace intime, et le faire résonner avec le collectif, c'est-à-dire la violence historique, les violences, les matrices dont on a hérité, pas seulement la matrice du ventre de nos mères, mais aussi la matrice de l'histoire, cette violence ancestrale liée à l'esclavage et à la colonisation, et comment cette violence historique se distille encore aujourd'hui dans nos intimités. Et c'est une manière de le mettre en lumière pour porter un éclairage dessus et presque se mettre en vigilance et continuer à décoloniser nos corps, émanciper nos ventres, émanciper nos corps, émanciper nos rapports progressivement, et je l'espère se départir de cette violence qui est là, qui est sourde et qui nous possède en fait. Pour moi, dans ce couple qui s'aime, il y a quelque chose qui les empêche, et notamment je pense qu'ils sont hantés par une violence historique qui les dépasse. Ils ne le savent pas, c'est vraiment dans une sorte d'inconscient collectif. Et pour moi, ce texte, c'est comme un témoignage, c'est comme si je faisais synthèse non seulement effectivement de l'autofiction, mais il y a des témoignages que j'ai mis dans la pièce, que j'ai vus en fait dans les vies de femmes autour de moi, et c'était important pour moi de les raconter là dans un objet qu'on appelle un texte théâtral, et dans des corps qui sont joués, parce que pour moi je suis en croyant aux armes miraculeuses du théâtre comme de la poésie, se dire en les incarnant, en disant ces paroles qui ont été cachées, ces histoires qui n'ont pas été dites, vraiment les faire sortir de l'ombre et des ombres pour les faire aller vers le soleil, et les évacuer, et peut-être guérir collectivement, se soigner en tout cas. Vous auriez toutes les raisons d'être en colère, d'être violente vous-même. Depuis que je vous suis, je vois que cette violence, comme vous le dites, ça devient une arme miraculeuse, mais aussi dans votre jeu. Maintenant, je le vois dans votre mise en scène, dans votre écriture, parce que de chez Guy Régis, en passant par le Médée d'Astrid Bayard, en passant par vos propres réalisations, je vois bien que ce soit d'autres ou vous-même, vous utilisez ça. Notamment, je pensais au texte de Guy Régis Junior, notamment, où votre colère éclate, ou à la grande scène que l'on retrouve chez Médée aussi, que vous incarnez. Et on se demande d'où vient cette puissance, quoi. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vient de là, d'une façon d'utiliser tout ça, tout ce qui vous traverse de monstrueux, et d'en faire quelque chose de lumineux? Oui, c'est très juste. C'est très juste. Il y a une phrase qui me vient depuis mes débuts. Je venais de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho, et je me disais, j'ai retenu une phrase ou un concept, c'est transformer le plomb en or. Et je crois que c'est ce que je cherche à faire, en tout cas. Prendre ce fardeau, s'emparer de ces monstres et danser avec, voir les faire danser lumineusement, et finalement aller vers la réconciliation, se réconcilier avec ces monstres plutôt que de chercher à les flinguer, et se dire, il y a ça en moi, c'est là, je peux pas l'enlever parce que ça fait partie de moi, ça m'a constituée, ça m'a construite, ça m'a fait penser, ça construit une pensée et un rapport au monde, et peut-être qu'il s'agit d'accueillir, d'accepter et de continuer le chemin ensemble. Et c'est pour ça que cette fin de Matrice va vers la lumière, comme vous avez pu le constater, comme jusqu'au costume, exactement. Ampawa, que j'ai présenté au Festival d'Avignon en 2023, aussi aller dans ce mouvement. Bon, alors je suis très curieuse de la prochaine pièce que je vais écrire, mais en tout cas, moi, ma volonté, c'est de sortir de l'ombre, sortir de la grotte, quitter les ombres, et en même temps me dire que, comme mes ancêtres qui ont traversé l'enfer, et que j'avais tendance à plaindre,
Je me dis, mais ils ont aussi développé des stratégies de survie extraordinaires, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a des gens joyeux, on a des gens qui sont très beaux. Il y a aussi de la beauté, en fait, qui naît de ce magma historique et douloureux, qu'il soit individuel, me parlant de moi, mais aussi collectif. Il y a aussi du miraculeux, en fait. Il y a quelque chose de miraculeux. On a réussi à concilier l'inconciliable, en fait. Je trouve merveilleux aussi. Et donc, c'est ce merveilleux-là, cette qualité de merveilleux-là qu'on retrouve dans le texte, d'ailleurs à travers un texte qui parle de ces esclaves qui s'échappent et qui se jettent d'une falaise et puis qui se transforment en oiseaux de feu. Ben c'est ça en fait, c'est quitter la violence, quitter l'ombre et puis s'envoler et puis oser sauter dans le vide et puis se découvrir plus grand qu'on est quoi. On va faire une première pause musicale d'Agnelli Francisque et toujours évoquer Matrice à travers, parce que dans Matrice c'est du jeu, bien sûr, du jeu avec des comédiens, 4 comédiens et comédiennes au plateau, plus de la danse. Il y a des moments effectivement d'incarnation et de message aussi qui passent à travers les corps. Et puis il y a de la musique. Et j'aimerais que vous choisissiez un premier extrait à faire entendre musicalement pour savoir aussi que Matrice, c'est aussi des sonorités dont vous avez assuré aussi vous la création. Alors, quel moment choisissez-vous ? Je vais choisir le chant, celui qui ouvre en fait le chemin de ces récits et qui ouvre ces mondes et qui convoque aussi les ancêtres, les esprits, tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui nous entourent encore, je l'entends, toutes ces âmes en peine, toutes ces âmes qui attendent de s'élever, toutes ces âmes blessées, et puis en les reliant avec nous dans une ronde, nous vivants, les descendants, pour aller ensemble vers cette guérison. Extrait. L'oreille a vu, lu, entendu. C'est l'heure d'entrer dans la petite librairie virtuelle de l'oreille et de piocher un nouveau livre parmi tous ceux qu'Agnès Corneli, libraire spécialisée dans les littératures des Outre-mer, place de temps en temps pour nous. Alors, quel est le livre à découvrir cette fois-ci ? Bonjour, chère Agnès. Bonjour, Patrice. Alors, c'est une nouvelle production de Raphaël Confiant qui sort donc aux éditions Mercure de France et qui s'intitule Barbès Creole Blues, qui se passe donc à Paris, comme le nom l'indique, et dans le quartier de Barbès-Rochechouart. Et c'est l'histoire donc de 2 Martiniquais, Émilienne et Boris, qui arrivent à Paris, mais qui n'ont pas tout à fait la même trajectoire. Donc, il faut savoir que ça se passe dans les années 60, au moment donc du Bumidum. Bureau des migrations pour les départements d'outre-mer. Voilà, qui incitait fortement des ultramarins à venir dans l'Hexagone pour travailler, mais tout le monde ne réussissait pas forcément à trouver un travail. Et il y a beaucoup de femmes qui sont tombées dans la prostitution. C'est ce qui est arrivé à cette Émilienne là en question. Elle tombe dans la prostitution, dans le quartier de Barbès. Il y a une autre prostituée d'origine maghrébine qui la prend sous son aile, qui s'appelle Zoubida. Donc on a aussi toute cette ambiance quand même d'entraide, de sororité, malgré le contexte glauque qu'on peut en comprendre. Et donc un jour, elle rencontre Boris, qui lui, en revanche, est un étudiant en philosophie. Donc ils sont pas du tout dans le même monde, mais une idylle nie entre eux. Ce qui est très très intéressant en fait dans le roman, c'est que à l'intérieur du roman, donc Barbès Creole Blues, il y a un autre roman qui s'appelle le roman de l'égaré, qu'Émilienne demande à Boris d'écrire et dans lequel elle raconte sa vie. Il y a comme ça une mise en abîme qui est très intéressante et moi c'est ce qui m'a plu en fait dans cette dernière œuvre de Raphaël Confiant. Comme toujours, très bien écrit et il y a des passages qui sont quand même très drôles aussi. Eh bien, écoutez, on va découvrir ça, cette dernière production de l'auteur martiniquais Raphaël Confiant. Je vous laisse nous rappeler les références, Agnès. Oui, donc il s'agit de Barbès Creole Blues de Raphaël Confiant et qui est sorti aux éditions Mercure de France.
Merci pour cette nouvelle découverte et on se retrouve très vite pour tourner avec vous d'autres pages de nos littératures des Outre-mer. À très bientôt Agnès. À très vite Patrice. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. De retour auprès de Daniélie Francisque pour la pièce Matrice qui d'un texte est devenu donc ça y est un spectacle. Qu'est-ce qu'il va devenir ce spectacle? Cette pièce de théâtre là a été représentée donc pour 2 fois aux Zébrures de Limoges. On s'interroge toujours sur les difficultés des artistes à pouvoir montrer ce qu'ils font et en particulier quand on vient des Outre-mer, c'est pas toujours évident de monter des tournées. Après le très bel accueil ici aux Zébrures de Limoges, voilà, on peut espérer une tournée un peu large, un peu vaste. Enfin, où est-ce que vous en êtes là-dessus? On l'espère toujours. Notre prochain rendez-vous avec le public se fera en Martinique les 29 et 30 avril pour le jeune public, enfin le public scolaire et le tout public. Et déjà, je suis vraiment profondément reconnaissante que les Zébrures d'automne nous aient offert cette possibilité et ces moyens également de résidence, d'accueil, pour vraiment sereinement continuer à travailler sur cette matière. Et également le Théâtre de l'Union, qui est un CDN. Et c'est la première fois d'ailleurs que ma compagnie crée un de ces spectacles en dehors de la terre martiniquaise et donc sur le sol hexagonal. Et ça me tenait particulièrement à cœur, notamment pour ce projet qui parle aussi de cet entre-deux dont je suis issue. Je suis née en Martinique, j'ai grandi en France. Effectivement, c'est difficile lorsqu'on habite très loin, on ne nous connaît pas, on n'a pas l'opportunité de régulièrement rencontrer ces programmateurs, ne serait-ce qu'ils voient régulièrement notre travail et tout un développement finalement dans notre parcours artistique. Je dis cela, mais il y a tout de même déjà des programmateurs, des professionnels qui suivent mon travail depuis quelques années, depuis 2019 à peu près. Voilà, tout à fait naturellement, on va explorer nos voisins de la Caraïbe, la Guadeloupe, l'Amazonie avec la Guyane. J'ai envie d'aller jusqu'à la Réunion. J'ai envie d'aller en terre d'Afrique également. Et pour cela, est-ce qu'un passage à Avignon comme celui que vous avez effectué avec Ampawa au Festival IN d'Avignon, est-ce que ça aide en vrai ou pas? Oui, ça aide et pas. J'explique. C'est-à-dire que nous sommes des hommes et des femmes orchestres lorsqu'on est artiste. C'est-à-dire qu'on s'occupe à la fois de création, mais aussi d'administration, aussi de production et aussi de diffusion. Ça fait qu'on doit multiplier finalement les tâches, alors que ce sont des métiers très différents. En fait, pour optimiser nos passages à Avignon, il faut qu'on trouve et il faut qu'on travaille avec des chargés de diffusion qui s'intéressent à nos projets, qui aient envie de les défendre et puis qui prennent le relais finalement auprès de ces diffuseurs et entretenir un dialogue, des échanges sur l'évolution des projets, de manière à créer une histoire finalement et un dialogue entre les artistes et les programmateurs. Et c'est ça qui nous manque pour l'instant. Et j'espère, oui, que Matrice se jouera à Avignon. En tout cas, on veut marcher vers ça. C'est bientôt l'heure de nous quitter, mais on va pas vous laisser partir sans un deuxième extrait musical. Donc extrait de votre pièce Matrice. Quel deuxième moment choisissez-vous de nous faire entendre? Une chanson tout à fait traditionnelle qu'on connaît très bien chez nous, c'est Ba Mwen Antibo. Et cette chanson tout le monde la connaît. Même dans l'Hexagone où voilà, ça devient un peu doudouiste, etc. Mais en fait, à la base, c'est quand même une vraie chanson. Exactement. Et justement, j'ai voulu, en la plaçant dans cet univers intrafamilial un peu dangereux, un peu inquiétant, la traiter différemment justement pour casser son doudouisme et son folklorisme, malheureusement. Et pour la première fois, j'ai entendu aussi les paroles tout à fait différemment en les mettant dans le contexte d'un père, d'un monsieur, en fait, qui arrive à la porte d'une mère et devant la fille et qui se met à chanter cette chanson et qui demande d'ouvrir par pitié, par humanité, ouvrir la porte, Ba Mwen Antibo, tout en sachant comment cette histoire familiale va tourner. C'est pas une chanson anodine. Elle prend tout son sens dans ce contexte. Qu'est-ce qui frappe à ma porte? C'est moi l'amour. C'est où l'amour depuis qui temps? C'est moi père douce. Et bien on est carré mon père. Ah depuis 2 heures. Ça qui fait encore. Ah puis qu'à mouiller et mais moi. fois t'as la pétrempé en passe tout. C'est parti en belle. Oh belle la porte Ba Mwen. Ah ouais frère. Ba Mwen Antibo. Qui ça? De Thibaut. Ça venu chercher à ou d'être garé. Ba Mwen Antibo. Monsieur. De Thibaut. Million à l'heure. 3 Thibaut l'amour. Ba Mwen Antibo. 2 Thibaut, 3 Thibaut. Ba Mwen tout ça oulé. Pour soulager que moi. Ah ouais frère. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. Eh bien, c'est la fin, voilà, de cette oreille hardie. Je vais vous laisser le mot de la fin, en une phrase ou deux. Si vous deviez, être la publicitaire qui devait ramener du monde dans les salles de théâtre pour venir voir Matrice, qu'est-ce que vous diriez? Quel slogan trouveriez-vous? J'ai envie de citer une partie du texte qui me touche particulièrement.
Et soudain, nous sentons, à l'endroit même de nos cicatrices, dans la chair de notre dos, des ailes immenses battre le vent. Merci beaucoup Daniélie Francisque d'avoir mis vos mots, vos émotions, vos pensées, la beauté de cette mise en scène. Merci à vous de l'autre côté de l'enceinte de nous avoir suivis cette semaine encore. Si vous voulez réécouter Daniélie Francisque vous parler de ce texte Matrice et de cette pièce de théâtre, eh bien rendez-vous sur lapremière.fr. Rendez-vous également sur toutes les plateformes de podcast pour vous abonner si vous le souhaitez à l'oreiller hardy. Et puis nouveauté, nous sommes présents aussi sur YouTube. Donc voilà, ça fait plein de manières de se rencontrer. Les temps sont parfois compliqués, un peu difficiles, mais gardez le cap de l'espoir. Mettez un peu de culture aussi dans votre vie, ça apaise pas mal les choses, et singulièrement de la culture des Outre-mer. Souk et Ferme Moussaillon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.